Virginia City s'endormait tôt. Quand le soleil plongeait derrière l'horizon et que ses derniers rayons teintaient de cuivre les murs en bois des maisons, les rues se vidaient peu à peu. Le martèlement des talons sur les pavés s'estompait. Les chiens s'allongeaient paresseusement sur les perrons. Et même les enfants les plus bruyants se taisaient, comme si le soir lui-même leur rappelait qu'il était temps de se calmer. Une odeur de viande grillée, de poussière refroidie et de fumier tiède provenant des écuries en périphérie flottait dans l'air, un soir ordinaire dans l'ouest. À la fenêtre du premier étage de la maison des Ellington, la lumière restait allumée tard. Derrière la fine vitre, dans une pièce isolée du reste du monde par de lourds rideaux bordeaux, Martha était assise à son bureau. Sa silhouette élancée, éclairée par la flamme vacillante d'une lampe à pétrole, semblait presque fantomatique. Ses cheveux châtain clair étaient soigneusement coiffés en un chignon de soirée, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son front, adoucissant ses traits sévères. Elle portait une légère robe de chambre crème brodée, des chaussettes chaudes tricotées par sa mère, et un sentiment d'anxiété qui ne la quittait plus depuis plusieurs semaines. Martha avait de grands yeux gris, clairs et profonds, toujours un peu songeurs, comme si son regard ne se posait pas sur ce qui l'entourait, mais le traversait pour sonder un ailleurs inconnu. Ses traits étaient fins, comme sculptés avec une patience particulière. Un front haut, un nez droit, une courbe délicate des lèvres. Son regard portait une contradiction, une réserve aristocratique et une nostalgie poignante pour quelque chose d'authentique, de vivant, qui charrierait la poussière des routes, l'odeur des fleurs sauvages et un peu de liberté. Dans sa main, une plume. Sur la table, des feuilles de papier soigneusement disposées. Un encrier, une pile de lettres bien rangées, des ciseaux dorés, une boîte contenant une camomille séchée. Elle écrivait « Cher David, aujourd'hui, Monsieur Humphrey est de nouveau venu à la maison. Il a parlé avec mon père de nouveaux investissements, de profits, de la hausse des taux et de politique. Cela m'était égal. J'étais juste assise là, à me demander ce que tu faisais à cet instant. Peut-être que tu répares une clôture, ou que tu nourris les poulains, ou peut-être que tu regardes simplement le coucher du soleil, assis sur ta véranda, en écoutant le vent souffler sur les prairies. Tes yeux me manquent tellement, et la façon dont tu me regardes, comme si j'étais réel. Ici, au milieu du cristal et de la soie, je me sens comme un oiseau en cage. Tu as été le seul à me voir vraiment. » Elle termina sa lettre sans la relire. Son écriture était assurée mais douce, tout comme elle. Elle plia la lettre, la glissa avec soin dans une enveloppe et la cacha dans une boîte en bois fermée à clé. Il y avait déjà plus d'une dizaine d'enveloppes semblables à l'intérieur. Elle écrivait chaque nuit, mais n'en avait jamais envoyé aucune. Elle n'osait pas. Pourtant, ces lettres étaient pour elle comme une bouffée d'air. Sans elle, elle aurait étouffé. Le rideau frissonna près de la fenêtre. La nuit montait de la terre, se glissait dans la pièce, apportant avec elle l'odeur de la steppe, du bois humide, de la brique refroidie et de quelque chose d'insaisissable que Martha ne pouvait nommer. La ville se taisait. Seul le cœur de Martha battait fort, trop fort, à cause de tout ce qui n'était pas dit, de la peur et d'un seul nom, David. Il était fermier, simple, travailleur, fort. Elle l'avait vu au printemps lors d'une foire dans le comté de Carson, où elle s'était rendue avec son père. C'était bruyant, poussiéreux et joyeux, des rires, de la musique, des odeurs de viande grillée, de pommes chaudes, de chevaux. Les gens dansaient sur la terre battue, jouaient de l'harmonica, vendaient des porcelets et de vieux livres. Et au milieu de ce chaos, il était là, grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise délavée et d'un pantalon de toile épaisse usé, rentré dans des bottes poussiéreuses. Une pièce sur la manche gauche. Ses cheveux châtain foncé dépassaient de son chapeau à large bord. Son visage était hâlé, avec une fine moustache au-dessus de la lèvre. Il s'était penché pour ramasser son gant tombé, et leurs regards s'étaient croisés. Ses yeux étaient de la couleur de la mousse des bois, vert,
profond, calme, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni servilité, comme chez les autres. Il ne la regardait pas comme la fille du banquier. Il la regardait tout simplement, droit dans les yeux, honnêtement, comme s'il voyait à travers elle et ne détournait pas le regard. Depuis ce jour, elle pensait à lui chaque soir. Peu de temps après, elle avait reçu un mot de sa part. « Si vous le permettez, j'aimerais vous écrire. » Et elle l'avait permis, et il écrivait, sans fioriture, sans belles pauvres phrases, mais avec son cœur. Il parlait de la récolte, des chevaux, de son vieux chien Rusty, du murmure de la rivière derrière la colline, de l'odeur du matin sur ses terres, du chant des grillons dans l'herbe, de la difficulté de se lever en hiver quand le poêle chauffe à peine. Il partageait des bribes de sa vie, où il n'y avait ni soie ni porcelaine, mais quelque chose de vrai. Elle répondait. Chaque lettre était comme une bouffée d'air frais. Elles étaient sa liberté, sa vérité, la seule chose qui n'appartenait qu'à elle. Mais c'était un monde qui n'aurait pas dû exister. Ses fiançailles avec M. Humphrey étaient une affaire presque conclue. Il était veuf, un homme sec, soigné, comme son gilet bleu à boutons dorés. Il regardait Martha comme un investissement rentable, comme une promesse, une belle épouse pour un homme respectable. Ses mains étaient en douce, celles d'un homme qui n'avait jamais travaillé la terre. Il souriait rarement et plaisantait encore moins. « Tu seras entre de bonnes mains », lui avait dit son père un jour. « Tout est comme il faut, tout est correct. » Et sa mère avait ajouté, « Nous avons investi nos meilleures années en toi. Tu es notre fierté. Ne déshonore pas la famille. » Martha n'avait rien répondu. Elle avait appris à se taire depuis longtemps. Mais dans ses lettres, elle criait. Là, elle pouvait être elle-même. Là, il n'y avait ni devoir, ni convenance, ni dîners au sourire forcé. Ce soir-là, son père dînait de nouveau avec Humphrey. Il parlait d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Martha était assise à côté d'eux, le dos droit, une tristesse invisible dans les yeux. Elle n'entendait pas leurs mots. Elle pensait à David, à ses mains fortes et chaudes, à sa voix, légèrement rauque, à la façon dont il riait en renversant la tête en arrière. Dans son imagination, il était plus vivant que tous ceux qui l'entouraient. Après le dîner, elle monta dans sa chambre. Sous le couvert de la nuit, elle écrivit une autre lettre et la cacha, comme toujours. Mais cette fois, des pas se firent entendre derrière la porte. « Tu ne dors pas encore ?» demanda son père, d'une voix non pas sévère, mais sèche. « Presque, » répondit-elle, en couvrant rapidement la boîte d'un tissu. « Demain, Monsieur Humphrey viendra. » Mais la robe bleue. Il l'a complimentée la dernière fois. Elle hocha la tête. Il partit. Et Martha resta assise dans l'obscurité. Le tic-tac de l'horloge lui rappelait que le temps passait. Chaque nuit, elle y écrivait. Mais chaque matin, elle se réveillait dans sa cage. « Si tu ne disais qu'un mot, » écrivait David, « je viendrai, je t'emmènerai. » Sans regarder en arrière. Mais elle gardait le silence. Pour l'instant, la journée touchait à sa fin. Le soleil déclinait lentement vers l'horizon, étirant les ombres sur la terre sèche et craquelée. Au-dessus de la ferme des Brooks flottait un parfum d'herbes fanées, de fumier chaud, de fumée de cheminée et du feu de camp où, le matin, cuisait la bouillie pour des ouvriers qui n'étaient plus là. Depuis bien longtemps. Désormais, il vivait seul ici. La ferme était modeste. Quelques champs, une grange abandonnée, un petit potager d'où il parvenait encore à arracher des oignons et des carottes. Tout à la main, pas de machine, à part une vieille charrue. Mais la terre était à lui, une terre honnête. Il connaissait chaque virage du sentier, chaque nœud dans le bois du perron, chaque clou qu'il avait lui-même planté. Tout ce qu'il possédait, c'était cette terre, cette maison, un vieux chien et des lettres. Ses lettres à elle. David était assis près du puits, sur un banc de bois bas, tenant un papier entre ses mains. Le papier était légèrement usé sur les bords.
Il relisait cette lettre encore et encore, comme une prière. L'écriture était fine, soignée, légèrement inclinée vers la droite. L'écriture de Martha. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi de lui écrire. À lui. Lui, le fils d'un meunier, un fermier qui ne savait pas vraiment manier les belles paroles. Mais elle continuait d'écrire. Et lui continuait de vivre d'une lettre à l'autre. Il tenait la lettre à deux mains, comme si elle pouvait fondre dans ses paumes. Tu sourirais et hausserais les épaules. Ta simplicité, c'est mon salut dans ce monde de mensonges. Ces mots étayants étaient restés gravés dans son esprit. Il se demandait souvent ce que cela signifiait. Être le salut de quelqu'un. Il n'était pas un héros. Il ne savait pas se battre comme les cow-boys, ni ne connaissait les lois comme les juges. Il se contentait de travailler la terre, de nourrir les chevaux, de réparer les clôtures. Mais pour elle, il était quelque chose de plus, et cela l'effrayait. Il se leva et se dirigea lentement vers la maison. Un vent du nord se levait, froid et piquant. Il apportait avec lui l'odeur lointaine des forêts de conifères, inexistantes ici. L'automne approchait des prairies. Il l'entendait dans le bruissement des feuilles sèches, dans le craquement de l'herbe sous ses bottes. La maison était vieille, mais solide. Les planches de la véranda grincèrent sous son poids. Il ôta son chapeau, passa une main dans ses cheveux et s'assit lentement à la table de la cuisine. Les coins de la pièce se cachaient dans l'ombre. La lampe projetait un ovale de lumière chaude où reposait un seul objet, une feuille de papier vierge. Le chien, Rusty, vint s'installer à côté de lui. Il était vieux, le museau grisonnant et un œil presque aveugle, mais il était fidèle. Il savait toujours quand David n'allait pas bien. En cet instant, il se coucha simplement à ses pieds, silencieux, comme pour dire « Je suis là, écris ». Il prit la plume, ouvrit l'encrier, mais ne commença pas tout de suite. « Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était assise là » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu ferais, David Brooks? Tu lui demanderais de t'épouser, ici même, à la lueur de cette lampe. Ou tu l'embrasserais simplement sur le front en silence. » Il eut un sourire sans joie. Puis, il soupira et commença à écrire. « Martha, aujourd'hui le premier vrai vent du nord a soufflé. Il sentait l'automne. La jument, Linda, est devenue capricieuse, et les poules pondent pour moins. La terre durcit, comme si elle se préparait elle-même au gel à venir. J'ai réparé le portillon près du potager est. Maintenant, il ne grince plus et ne tombe plus sans cesse. Mais sais-tu ce qui est le plus étrange? Tout cela a une saveur différente depuis que tu es entré dans ma vie. Même le vent semble porter tes mots. Tu es là même si tu es absente. Et c'est à en devenir fou. Je sais qui tu es. Je comprends que ta vie ne devrait pas être liée à la mienne. Et pourtant, je veux croire, ne serait-ce que la nuit, ne serait-ce que dans ces lettres, qu'il existe pour nous une sorte de possible. Pas une promesse ni un serment, juste une possibilité. Si jamais tu me dis un mot, un seul, je viendrai, sans hésiter, même si toute la ville est quitte contre. Il posa le point final, puis il contempla longuement la lettre. Il la déposa à côté de lui et fixa la flamme de la lampe. Dans la pièce, une odeur de bois, de laine et de charbon. Tout était terriblement familier. Mais quelque chose changeait. Il changeait, à cause d'elle. Il sortit, la main posée sur le montant de la porte. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles scintillantes. La prairie, tel un océan, respirait dans la nuit. Le silence était total, mais pas mort. Il vivait, comme ses sentiments. Rusty s'installa à ses pieds. Il s'assit sur les marches, ferma les yeux, inspira profondément l'air. « Tu ne comprends pas, Martha. Ou peut-être que si. Mais tu te tais, » dit-il doucement dans l'obscurité. « Et moi, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai écrire. Je ne suis pas un héros de roman.
je veux juste te tenir la main, au moins une fois. » Il savait que le lendemain matin, il reprendrait ses tâches habituelles. Réparer le toit de la grange, ramener du foin, souffler sur le café brûlant dans sa tasse en fer blanc. Et il attendrait de nouveau, espérerait, écrirait. Tant qu'elle se tairait, il lui restait les lettres, et le vent, et l'espoir. Mais pour l'instant, c'était la nuit, et le ciel, qui les regardait tous les deux, et qui peut-être murmurait pour elle ce mot tant attendu. Au matin, le ciel était bas et menaçant. Des nuages gris pesaient sur Virginia City, comme si quelqu'un avait tiré une couverture trop près du sol, rendant l'air de la ville dense comme de la cendre. Les cours étaient humides de la brume matinale. L'eau s'écoulait des toits et les chevaux renaclaient d'inquiétude, sentant le changement de temps. Le vent dévalait des collines en rafales, brusque et impatiente, comme s'il chassait quelque chose au loin. Dans la maison des Ellington, le silence régnait. Même l'horloge du salon semblait sonner plus doucement que d'habitude. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, la mère était assise dans un fauteuil près de la cheminée, avec une broderie en dentelle entre les mains, et le père, dans son bureau, parcourait le courrier. Tous savaient que c'était un jour particulier. Aujourd'hui, M. Humphrey devait venir avec sa demande officielle. À l'étage, dans la chambre avec vue sur la rue principale, Martha était assise devant son miroir. Sur le lit était étalée la robe bleue, fine, d'un tissu léger, presque impalpable. Elle rappelait un ciel sans nuages, la nuance exacte que M. Humphrey avait un jour complimentée. Il avait dit, avec cette robe, vous ressemblez au printemps. Les mots étaient jolis, mais dénués de chaleur. Martha passa la main sur le tissu, et ses doigts tremblèrent. Elle regardait la robe comme on regarde un vêtement que l'on va porter pour la dernière fois, non pas pour une fête, mais pour un sacrifice. Elle lui semblait être un uniforme, la tenue d'une prisonnière dont la sentence était déjà écrite, mais pas encore lue. Sur son bureau reposait une feuille de papier. Son écriture, un peu hésitante, avec une tache d'encre dans un coin. Elle avait écrit cette lettre la nuit, dans le silence, quand le crissement de la plume semblait plus fort que sa propre respiration. David, aujourd'hui, à la maison, ils parlent encore de lui. Tout est déjà décidé. Le dîner, la robe, le signe de tête de mon père, le consentement silencieux de ma mère. Je n'ai qu'à sourire et dire « oui », mais à l'intérieur, c'est la tempête. Je ne suis pas celle qu'il croit. Je ne veux pas appartenir à une maison, à un nom, à un compte en banque. Je veux m'appartenir à moi-même, ou à toi, ne serait-ce qu'un instant. Dis-moi, peut-on s'échapper quand toutes les chaînes sont forgées avec un sourire? La lettre était inachevée. Elle ne savait pas comment écrire la dernière ligne. Parce qu'elle ne savait pas si elle oserait l'envoyer, on frappa à la porte. « Miss Martha, c'était là, sa femme de chambre. Votre père m'a demandé de vous rappeler que le dîner est à 6 heures. La robe est prête. » Martha hocha la tête sans rien dire. Ella ne partit pas tout de suite. Après une courte pause, elle reprit « Voulez-vous que je vous aide avec votre coiffure ?» Martha leva les yeux vers elle. Ella avait presque son âge, mais semblait avoir vécu 2 fois plus longtemps. Il y avait dans son regard quelque chose d'humain, d'authentique, de chaleureux. Martha acquiesça. Pendant qu'Ella lui brossait les cheveux, un silence inhabituel régnait dans la pièce. Le son de la brosse était régulier, presque apaisant. « Il vous plaît, vraiment ?» demanda doucement Ella. Martha resta silencieuse. Puis elle murmura « Pas lui », et Ella comprit tout. Plus de mots n'étaient nécessaires. 6 heures. L'aiguille de l'horloge cliqua plus fort que d'habitude. Dans la salle à manger, tout était prêt, le cristal brillait, les bougies étaient allumées, l'argenterie lustrée jusqu'à refléter. La mère était assise le dos droit, le père versait du vin dans les verres, une servante disposait les plats. Lorsque M. Humphrey entra, il sourit poliment et sans sincérité, comme toujours. Son costume
était cher, son gilet à boutons dorés, sa cravate ornée d'une épingle. Il se comportait comme un homme venu conclure une affaire. Il s'assit avec assurance, parla du temps, des nouvelles de San Francisco, de la hausse du prix des terres dans le comté voisin. Tout était calculé. Martha était assise en face de lui, sentant à peine le goût de la nourriture. La cuillère touchait ses lèvres, mais sa bouche restait sèche. Elle regardait la table, ses mains, son verre. Mais pas lui, car dans sa tête résonnait une autre voix, un autre visage, d'autres mots. « Le bleu vous va à ravir », remarqua M. Humphrey. « La couleur du ciel du Montana, tout comme vos yeux. » Elle hocha légèrement la tête. Après le dessert, il demanda à lui parler en privé. Le père sourit, la mère acquiesça légèrement, tout se déroulait comme prévu. Sur la véranda, il faisait frais. Le vent agitait les candélabres. La soie de sa robe collait à ses poignets. « Je suis un homme d'affaires », commença-t-il, « et j'ai l'habitude d'être honnête. En votre père, je vois un partenaire fiable, en vous, la femme avec qui je veux construire mon avenir. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Nous aurons une maison, le respect, une position, tout ce qu'une dame de votre rang mérite. » Il tendit la main, non pour la toucher, mais comme pour signer un contrat. Martha ne la prit pas. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, j'ai besoin d'un peu d'air. » Elle descendit de la véranda et se mit à marcher dans la rue. À travers le crépuscule, la poussière, passant devant les boutiques et le perron de l'apothicaire. Elle marchait vite, sans penser où elle allait, jusqu'à se retrouver devant la porte du bureau de poste. Fermée, elle resta sous un lampadaire, serrant la lettre dans sa poche. Elle semblait lourde comme du plomb. Si tu ne disais qu'un mot, mais elle ne pouvait pas. Pas aujourd'hui, pas encore. Quand elle revint, M. Humphrey prenait déjà congé de ses parents. Il lui jeta un regard, un peu méfiant, plus froid qu'auparavant. Peut-être sentait-il que quelque chose lui échappait. Elle monta dans sa chambre, s'assit à son bureau, sortit la lettre, la regarda. Lentement, presque machinalement, elle la rangea de nouveau dans la boîte, sans la déchirer, sans la brûler, simplement mise de côté, pour l'instant, parce qu'à l'intérieur, le feu brûlait encore. Et un jour, elle lui répondrait, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, elle attendait. L'automne arriva soudainement, sans avertissement, sans pitié. La veille encore, l'air était empreint de l'odeur chaude des herbes des champs et de la poussière. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Le vent était devenu plus vif, les troncs d'arbres se dénudaient, le givre crissait dans l'herbe, et même les chevaux respiraient différemment, avec une prudence attentive. La prairie ralentissait son pas, et avec elle, le cœur de David. Il sentait qu'une limite approchait. Quelque chose en lui savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il avait attendu longtemps. Trop longtemps. Chaque jour, il se réveillait avec l'espoir de trouver une lettre dans sa boîte. Chaque soir, il se couchait avec cet espoir déçu. Puis une semaine s'écoula, une semaine entière de silence. Et il devint évident que soit il se décidait, soit il la perdrait pour toujours. Toute cette semaine, il avait tenté de se distraire par le travail. Il réparait la clôture de la parcelle nord, affûtait ses outils, transvasait le grain. Il alimentait le poêle de la maison avec du bois, qu'il avait lui-même fendu pour s'épuiser au point de ne plus avoir la force de penser. Mais les pensées revenaient sans cesse, l'une particulièrement obsédante. Et si elle ne pouvait plus écrire? Ou si elle n'osait plus? Le doute le rongeait de l'intérieur. Il se repassait des dizaines de scénarios. Il la voyait dans sa robe bleue, aux côtés du banquier, les lèvres pincées, le regard vide. Il l'imaginait levant son verre pour leur fiançailles, assise au milieu des invités, sans sentir le goût du champagne. Il savait comment cela se passait. Et il ne pouvait plus rester les bras croisés. Le soir,
alors que le soleil passait derrière la colline. Il sortit sa vieille boîte en fer-blanc. Il l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvaient en ses lettres. Ses lettres à elle. Des odeurs préservées. Les traces de son écriture. Les empreintes de son âme. Il s'assit au bord de son lit et se mit à lire. « Tu es ma seule vérité. Je ne me sens vivante que lorsque je t'écris. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose de réel dans ma vie. » Il replia la lettre, s'assit à sa table, prit une feuille blanche. Il commença à écrire, lentement, mais avec assurance. Sa main ne tremblait pas. « Martha, je ne sais pas pourquoi tu gardes le silence. Peut-être as-tu peur. Peut-être t'y a-t-on forcé. Peut-être as-tu décidé que je n'étais qu'un rêve sur lequel on ne peut pas compter. Mais je dois te le dire. Je ne suis pas un rêve. Je suis réel. Je me tiens sur cette terre. Je tiens cette lettre dans mes mains et je pars. Pas pour une promesse, ni pour une victoire, mais pour toi. Si une seule partie de toi se souvient encore de ce que c'est que d'être soi-même à mes côtés, alors je veux être là. Je ne laisserai pas tout cela te voler ton âme. Je pars avant l'aube. Attends-moi. Ou adieu. » Il signa David et glissa la lettre dans sa sacoche de sel. À côté, une vieille gourde, un peu de viande séchée, une carte et une cartouchière. Il ne savait pas ce qu'il attendait à Virginia City, mais il savait qu'il n'irait pas là-bas les mains et le cœur vides. Juste avant l'aube, il sortit Gracie de l'écurie. La jument renacla, s'étira, mais accepta docilement la selle. Elle était tête avec lui depuis sa jeunesse. Elle avait affronté la tempête et la chaleur. Et ce printemps-là, où il avait vu Martha pour la première fois, il fit un dernier tour dans la cour, regarda la maison, les murs recouverts de planches grises, les fenêtres où brillait encore une faible lumière. C'était son monde, sa forteresse. Mais à cet instant, le silence environnant était insupportable, car à l'intérieur, tout était tumulte. Il monta en selle, ajusta son chapeau, passa une main sur l'encolure de Gracie. « Allons, ma vieille, il est temps. Avant l'aube, nous tenons notre parole. » La route vers Virginia City traversait des collines, des bosquets, des lits de ruisseaux asséchés. La poussière s'élevait en colonnes, les branches s'accrochaient à son manteau, et parfois, quelques gouttes de pluie solitaires tombaillaient du ciel. Mais il ne s'arrêtait pas. Il chevauchait presque sans interruption, accordant seulement de courtes pauses à sa monture et buvant à sa gourde. Des bribes de souvenirs tournaient dans sa tête. Sa voix, ses yeux, le premier regard, le premier geste. La première lettre. Il se rappelait comment son cœur avait bondi dans sa poitrine en voyant l'enveloppe avec ses initiales. Comment ses doigts savaient trembler en dépliant le papier. « Je pensais que vous m'oublieriez », écrivait-elle. Non, il ne pouvait pas oublier. Il n'avait presque pas dormi depuis 24 heures quand il aperçut les collines derrière la ville. Le soleil était bas, son éclat terne, comme si le soir ne voulait pas céder la place à la nuit. Virginia City s'étendait devant lui, chaleureuse, parsemée des points lumineux des lanternes et des fenêtres, petite mais chargée d'histoire. Et elle était là. Il mit pied à terre près d'une vieille station-service, attacha son cheval, ôta son chapeau, s'essuya le visage, inspira profondément. Il était là, il avait tenu sa promesse. Il ne savait pas ce qui allait se passer, ne savait pas si on le laisserait entrer, ne savait pas si elle dirait ne serait-ce qu'un mot, mais désormais, elle n'était plus seule. Et s'il devait partir, ce ne serait qu'après avoir entendu sa réponse, non pas dans une lettre, mais dans ses yeux. Pendant ce temps, dans la chambre aux lourds rideaux et aux rebords de fenêtres poussiéreux, Martha était assise, enveloppée dans un plaid, et regardait par la fenêtre. Sa lettre était posée à côté d'elle, toujours pas envoyée. Elle la serrait dans ses mains, comme si elle cherchait de la force dans le papier. La lampe vacillait. Sa mère était à l'étage inférieur. Son père lisait le journal,
Le monde suivait son cours. Mais quelque part, dans l'obscurité, il était déjà en route. Et la nuit, semblait-il, le savait. Le matin à Virginia City commença dans un calme trompeur. Une brume fine, presque transparente, s'étendait sur les rues, enveloppant les perrons en bois, les enseignes des boutiques, les charrettes laissées près des trottoirs. La ville respirait lentement, paresseusement, comme si elle-même ne voulait pas se réveiller. L'air était froid, presque piquant. L'automne affirmait ses droits. Les gens sortaient, se saluaient de la tête, comme toujours, en silence, avec retenue. Les habitants étaient habitués à la routine. Le boutiquier ouvrait ses volets, l'apothicaire sortait une caisse d'herbe, et les garçons s'amusaient avec les roues d'une vieille charrette près de la forge. Tout était comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il y avait un étranger en ville. Celui qui avait chevauché toute la nuit, dormi à la belle étoile, s'était lavé au puits derrière l'église et se tenait maintenant devant l'entrée d'une maison qu'il ne connaissait que par des lettres. David. Il ne se pressait pas. Il se tenait un peu à l'écart du portail, observant la maison des Ellington, haute, blanche, avec ses colonnes, aussi strictes que la réputation de cette famille. Rien n'était de trop ici, ni dans les lignes de la façade, ni dans le comportement de ses habitants. Cette maison ne pardonnait aucune erreur. Il passa une main dans ses cheveux, épousseta ses épaules, ajusta le col de sa chemise. Il semblait déplacé devant cette demeure. Mais dans ses yeux, il y avait la vérité. Il levait déjà la main pour frapper quand la porte s'ouvrit d'elle-même. Sur le seuil, se tenait-elle, Martha, sans corset, sans ruban de soie, en robe d'intérieur. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Ses joues étaient un peu pâles à cause du manque de sommeil. Mais ses yeux, ces mêmes yeux gris et profonds, brillaient. Il se figea, elle aussi. Un coup de vent passa entre eux, comme pour leur rappeler que ce n'était pas un rêve. C'était en train d'arriver, enfin. « Tu... » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis venu, répondit-il, comme promis. » Il ne fit pas un pas en avant. Il savait que tout dépendait d'elle maintenant. Martha serra les poings. Ses lèvres tremblaient. Elle ne savait que dire. Elle se contentait de le regarder, comme si elle espérait qu'il disparaisse et que tout cela ne soit qu'un songe. Mais il était là, réel, poussiéreux, fatigué, beau, le sien. « Tu es fou, » dit-elle presque en chuchotant. Il sourit. Probablement. Elle eut un rire rauque, non de joie, mais de peur, de soulagement, de douleur. Elle fit un pas, un autre, mais ne le toucha pas. Pas ici. On pourrait nous voir. Qu'il nous voie, hein, dit-il calmement. Je ne suis pas venu pour voler. Je suis venu pour parler. Je ne peux pas te parler. Je suis fiancé. Aujourd'hui, mon père... Elle s'interrompit. Aujourd'hui, tout doit se décider. C'est pour ça que je suis là, dit-il. Pour que tu ne décides pas seul. De l'intérieur de la maison, des pas se firent entendre. Martha, la voix de son père, nette, autorisée. Elle se retourna, une seconde, puis de nouveau vers lui. « Je dois rentrer. Pas maintenant. Je ne peux pas maintenant. Dis-moi si tu viendras. Ou pas, dit-il. » Sa voix était basse, mais d'acier. Elle pâlit, le regarda, respirait difficilement. « Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. » Il hocha la tête. Une seule fois, avec compréhension, mais dans ses yeux, de la douleur. « Alors j'attendrai, jusqu'au soir, près du lac, là où la route tourne. Si tu ne viens pas, je partirai, pour toujours. » Elle acquiesça, les lèvres serrées. Des larmes brillèrent sur ses cils. « Tu es venu, Ti » souffla-t-elle. « Personne n'est jamais venu pour moi. Moi, je suis venu. » Et il partit, sans se retourner, sans attendre de réponse. Toute la journée, Martha fut comme dans un brouillard. Elle prit son petit déjeuner sans en sentir le goût.
Elle écouta son père, hochant la tête aux moments opportuns, répondit à sa mère, automatiquement. Dans sa tête, seuls 2 mots martelaient « il est venu ». Le soir, alors que le soleil déclinait, elle se tenait à la fenêtre. Dans sa main, une lettre, une fine feuille écrite pendant la nuit. Sur elle, son cœur. Pas ce qu'il fallait dire, mais ce qu'elle voulait dire. Je ne sais pas ce que je déciderai, mais si tu as vraiment attendu, merci. Merci de m'avoir fait me sentir vivante. Ne serait-ce qu'un jour, ne serait-ce qu'un regard. Elle scella la lettre, la glissa dans sa poche, regarda la route par la fenêtre. Sa mère l'appela pour le dîner. Son père lui ordonna de mettre la robe verte. Et elle se tenait là, comme si quelque chose en elle se brisait, quelque chose de souple, de fragile, mais de fort. Elle fit un pas vers la porte, un deuxième. Et puis, elle sortit. Dans la rue, vers le crépuscule, face au vent, face à son choix, face à lui. Près du lac, où la route serpentait entre les collines, David était assis sur une bûche. Le soleil était presque couché. Les ombres s'allongeaient. Il attendait, et ne savait pas si elle viendrait. Il attendait, et il espérait. Le soir tomba sur Virginia City comme un voile. L'air devint humide, dense. Les feuilles des arbres cessèrent de bruire, comme si le monde entier retenait son souffle. Le soleil s'était depuis longtemps caché derrière les collines, mais la nuit n'était pas encore venue. C'était cette heure où tout est à la lisière, la lumière et l'obscurité, le passé et l'avenir, la peur et l'espoir. Près du lac, où la route serpentait entre des pentes couvertes d'herbe, David était assis. Il ne bougeait presque pas. À côté de lui, sa fidèle jument Gracie, silencieuse, comme si elle comprenait l'importance de cette attente pour son maître. Il attendait, depuis plus de 2 heures déjà. Aucun son, aucune ombre. Seul le vent passant à travers les roseaux et le clapotis rare de l'eau brisaient le silence. Il sentait l'espoir s'alléger à chaque minute, devenir plus fin que de la fumée. Mais il restait. Il aurait attendu jusqu'à l'au matin, et plus longtemps encore, s'il l'avait fallu. Il pensait à la façon dont tout avait commencé. À l'allure de Martha lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, dans cette robe bleue, au milieu du tumulte de la foire, à la manière dont elle lui écrivait, avec soin, le cœur battant, à son silence, à la façon dont tout en lui se serrait d'incertitude. Maintenant, il était là. Il ne restait plus qu'une chose. Croyait-elle en ce qu'il lui avait? Tu avais dit. Croyait-elle en elle-même? Il baissa la tête. Ses doigts jouaient avec le bord de sa selle. La voix de Martha résonnait dans son esprit. Il s'était presque résigné. Il était sur le point de se lever. Et puis, des pas. D'abord, il crut à une illusion, un désir, le vent. Mais le son se répéta. Des pas lents, inégaux sur le gravier. Il releva la tête. Elle arrivait. Sortant de l'obscurité d'une brume gris-doré, vêtue d'un manteau chaud marchant à travers le vent. Ses cheveux étaient dénoués, son visage pâle comme la lueur de la lune. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais elle avançait d'un pas assuré. Chaque pas semblait rompre les fils invisibles qui la liaient à sa vie d'avant. David se leva. Son cœur battait si fort qu'il entendait à peine sa propre respiration. Ils s'arrêtèrent à 3 pas l'un de l'autre. « Pardonne-moi, murmura-t-elle. J'étais assise à la fenêtre, à regarder le soleil se coucher. Et puis, j'ai soudain compris. Si je ne sors pas maintenant, je ne sortirai plus jamais nulle part. » Il ne répondit pas. Il la regardait, simplement, n'y croyant pas, ou craignant d'y croire. Martha tendit la main, entre ses doigts, une lettre. Il reconnut le papier, son écriture. « Je t'ai écrit, mais j'ai compris que tu devais l'entendre. » Elle s'approcha, tout près, jusqu'à l'effleurement de leurs doigts, jusqu'à ce que leur souffle se mêle.
J'ai peur. Peur de tout perdre. Ma famille, mon nom, ma sécurité. Tu ne te perdras pas toi-même, répondit-il. C'est la seule chose qui compte. Elle leva les yeux vers lui. Ils contenaient à la fois la terreur et la libération. Les larmes et la détermination, tout à la fois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quoi dire à mon père. Je ne sais même pas où nous allons. Je ne sais pas non plus, dit-il. Mais je sais que si tu prends ma main maintenant, nous trouverons la réponse. Ensemble. Elle resta silencieuse. Ne dit rien. Et puis, elle prit sa main et tout changea. Pas d'un coup, pas dans le tonnerre, pas dans les cris. Simplement, tout changea. La nuit les surprit en chemin. Ils avançaient lentement, sans but, simplement devant eux, loin de la ville où il y avait trop de regards, de mots, d'attentes. Loin d'un monde où tout était décidé pour elle. Martha était en selle, se tenant fermement à lui, sa joue contre son dos. Le vent agitait ses cheveux, et son cœur, pour la première fois, était calme, sans lutte, sans douleur. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. « Là où la route commence, » répondit-il. Elle sourit, et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Le matin, quand la ville se réveillerait, les domestiques remarqueraient une chambre vide. Le père froncerait les sourcils, la mère joindrait les mains. Les journaux parleraient de « scandale », les voisins chuchoteraient. Monsieur Humphrey fermerait la porte de son bureau et dirait que cela lui est égal. Mais dans cette partie de la prairie, où il n'y a ni boîtes aux lettres, ni façades, ni horaires, deux personnes chevaucheraient, et personne ne pourrait plus les arrêter, parce que l'amour qu'ils avaient eu si longtemps avait enfin parlé à voix haute, et avait choisi son chemin. Le printemps arriva tôt. Pas celui du calendrier, mais le vrai, le vivant, avec l'odeur de la terre humide, le chant des oiseaux, les premières feuilles qui s'ouvraient et un fin voile de pollen au-dessus des routes. L'air était frais, transparent, comme lavé par les longues pluies d'hiver. La prairie fleurissait, se réveillait, et dans ce réveil, il y avait quelque chose de familier, de réconfortant, comme une profonde inspiration après un long silence. Sur le versant d'une colline qui surplombait une parcelle de terre plate mais accueillante, une femme était assise. Dans ses mains, un panier en osier presque rempli de coquelicots rouges. Elle triait les fleurs, choisissait les plus belles, s'arrêtant parfois simplement pour en respirer le parfum ou lever les yeux au loin. Ses cheveux n'étaient plus aussi lisses qu'autrefois, mais le soleil jouait toujours dans leur teinte chaude, blond vénitien. Ses traits s'étaient adoucis, son regard était plus serein. Elle n'était plus jeune, mais elle était elle-même, chaque année un peu plus. « Maman, c'est vrai que tu t'es enfuie de ton mariage ?» demanda une voix à côté d'elle. Un garçon de 6 ans était assis dans l'herbe, un peu plus loin, arrachant des brins et les croisant. Il avait des yeux sombres et attentifs, et fronçait les sourcils comme son père lorsqu'il se concentrait. Ses petites mains étaient couvertes de terre et de pollen. La femme, Martha, sourit sans se retourner tout de suite. « Non, je ne me suis pas enfuie. Je suis simplement sortie un jour, pour aller vers ceux qui attendaient, et vers celle que j'étais vraiment. Mais tout le monde était contre, presque tout le monde. Mais pas moi, et pas lui. » Le garçon réfléchit un instant. « Et tu avais peur ?» Martha hocha lentement la tête. « Très peur. Peur de faire le premier pas. Peur de me tromper, de regretter. Mais ce soir-là, près du lac, j'ai vu ses yeux, et j'ai compris que même si je regrettais, ce serait mon choix, et pas celui de quelqu'un d'autre. » Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. « Et tu regrettes ?» Elle le regarda, sourit profondément, sincèrement. Elle posa sa main sur ses cheveux. « Regarde-toi. Regarde notre maison. Regarde ton père.
comment pourrais-je regretter? Ils restèrent assis en silence. On n'entendait que le vent chaud et caressant. En bas, à l'ombre de la grange, un chien aboyait. Un portillon grinça. La silhouette d'un homme apparut, en chemise, les manches retroussées, les mains sentant le bois, la terre et l'amour. David. Il porta la main à son front, les vit sur la colline et hocha la tête. Ses yeux étaient les mêmes. Chaleureux, honnêtes, aimants. Il ne dit rien, attendant simplement qu'il revienne. Comme ce jour-là, au bord de la route. Martha se leva, prit le panier sous son bras. Le garçon courut vers son père. Celui-ci le souleva dans ses bras, le fit tournoyer dans les airs et le rire de l'enfant résonna à travers le champ. Elle se tenait un peu à l'écart et les regardait. Ces deux-là, son homme et son fils, son cœur était plein, non de triomphe, mais de paix. C'était la bonne décision, se dit-elle. Doucement, sans emphase. C'était la bonne décision. Et elle marcha vers eux, vers le jour qui commençait. Vers la vie qu'elle avait choisie. Parce qu'un jour, elle était sortie sur la route. Et là, on l'attendait. Et parce que l'amour, le vrai, n'exige pas des conditions parfaites, seulement du courage. Et les coquelicots à leurs pieds poussaient en abondance. Vifs, beaux, libres, comme elle.